Est-ce que votre méthode a évolué avec le temps? Ça fait maintenant longtemps que vous pratiquez. Est-ce qu'il y a certains moments dans votre vie où ça a changé, où vous avez essayé des nouvelles choses? Alors, moi, je appellerais pas ça méthode, bien que ce soit, on peut l'appeler aussi comme ça, hein, méthode, mais c'est plutôt un style. D'accord. C'est-à-dire que l'idée, en psychanalyse surtout, c'est on vous lance à créer votre propre style. Un style nouveau. Et quelque part, à réinventer la psychanalyse. Oui. Vous savez, c'est pas pareil. Un sujet, il est tel qu'il est. Mais il n'est pas pareil avec une personne ou avec une autre. Je sais pas si vous avez... Oui. On est toujours soi-même. Bien sûr. On ressemble à soi-même. Mais parfois, si vous avez une amie intime, une amie très proche, vous êtes d'une certaine façon. Toujours vous êtes vous, mais vous changez un peu. Si vous parlez à quelqu'un, à un garçon ou à quelqu'un que vous connaissez moins, c'est toujours vous, mais vous allez changer un peu votre façon d'être. C'est-à-dire que c'est très personnalisé. On ne va pas aller faire une psychothérapie avec telle ou telle personne, peu importe laquelle. Non, on choisit une personne. Ou on est choisi par quelque chose qui se trouve entre les deux. Il y a certains moments, on peut parfois, selon les époques de la vie, aussi de notre vie, hein, on peut parfois ne pas faire attention, faire moins attention à telle chose, pas faire attention à d'autres. Et donc, c'est pour ça que ça requiert à chaque fois de revenir à un équilibre. Oui. Voilà, ça oui. C'est un peu comme, je sais pas, dans la danse, dans la chanson. Vous voyez, oui. Un chanteur, il chante toujours une chanson, c'est un répertoire, mais selon l'endroit où il va la chanter et selon l'état du public, il peut la chanter différemment. Bien sûr. N'est-ce pas? Et donc, il y a ça, mais parfois, et on se dit, cette version-là, elle est très, très bien intéressante. Cette autre version, elle est un peu moins bien. C'est une question qui est assez subjective, mais qu'est-ce qui, pour vous, caractérise un bon psychologue? Un quoi? Un bon psychologue? Un bon psychologue. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est qu'un bon psychologue. on devrait savoir ce qu'est un mauvais psychologue à l'inverse. C'est lui que tout le monde clique sur 5 étoiles. C'est un bon psychologue. Non, mais... Pas forcément. Oui, mais ça, je ne sais pas. Non. Je pense que c'est une illusion. Oui. Parce que mon bon psychologue à moi, c'est pas forcément le bon psychologue pour vous. Ça dépend. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. Effectivement. C'est ça. C'est ça. 2 copines. Il y en a une qui aime Philippe. Philippe, c'est l'homme le plus intéressant du monde. Et l'autre qui aime François Xavier. Bon. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Elle préfère ça. Mais elle aime bien Philippe. Mais bon, elle préfère FX. Est-ce que vous avez, comment dire, là c'est plus propre à la psychanalyse, je pense, mais des outils dans la situation où le patient doit prendre conscience de quelque chose et que vous avez saisi ce fond-là. Est-ce que vous avez des outils pour amener la personne à la prise de conscience? Comment ça se passe? Aucun outil. Aucun outil. Alors, quels sont les outils, si vous voulez? Mais ce n'est pas vraiment des outils, hein. Oui. C'est la pièce, c'est le temps. L'espace, c'est les temps. L'espace, les divans, une chaise, 2 chaises, peut-être une table. Bon, les divans. Ça, c'est peut-être l'outil, si vous voulez, un outil matériel. C'est ça. Que la personne, même si on n'allonge pas tous les patients, mais la plupart des patients peuvent être là. C'est magnifique. Je pourrais presque pas travailler si je n'avais pas mon divan. Ça, oui. Mais sinon, à partir de là, il n'y a que la règle fondamentale. Ce qu'on appelle la règle fondamentale, c'est de dire que les patients doivent avoir une seule chose à faire, c'est de parler le plus librement possible. D'accord. Même s'ils s'endort, continuez à nous parler. D'accord. D'ailleurs, pourquoi un divan, exactement? Quelle est votre idée à vous? Moi, je réfléchissais aux bienfaits très physiologiques d'être allongé. Est-ce que être allongé, ça fait venir des idées? Je ne sais pas. Oui, quelque part, oui.
c'est plus facile à rêver et éveiller quand on est un peu couché, quoi. Si on regarde les étoiles, si on regarde le ciel, si on est couché contre un arbre. C'est vrai. Et voilà, sous les sols. Mais oui, ou dans le lit, sur son oreiller. Et oui, l'oreiller, c'est un bon confident, n'est-ce pas? Il peut recevoir les pleurs, les rires, les rages. Et c'est aussi le fait d'essayer d'allonger, positionné comme ça, c'est qu'il ne nous voit pas. Donc il peut nous oublier un peu. Ah, d'accord. C'est ça, plutôt. Et puis au psy, ça nous sert à ne pas être regardé constamment par tous les patients qui passent. Je reçois des patients tous des mineurs. Et donc, imaginez, c'est fatigant quand même de recevoir le regard de l'autre tout le temps. D'accord. Et qu'en plus, c'est un regard très attentif. Savoir, quand je vous parle de telles choses, que ça vous fait à vous, si ça ne vous plaît pas, si vous trouvez que c'est horrible ce que je vous dis, si vous me jugez. Hein? Et donc, et comment je veux savoir ça? Par le regard, votre regard, par les muscles du visage, par les sourires, ou que vous me regardez méchamment, ou quoi? Ou je pense, j'interprète que vous me regardez comme ci ou comme ça. Oui. Donc, ça coupe un peu les côtés imaginaires, vous voyez? Ça. C'est pour ça, les divans, on pourrait parler pendant des heures sur les divans. D'accord. Alors, du coup, la position face à face, pour vous, elle freine un petit peu le travail. C'est ça. D'accord. Il freine un peu les côtés courtois. Là, on peut dire comme on veut, utiliser des grands mots si on veut. Voilà. C'est disputer contre son père ou sa mère. Voilà. D'accord. Donc. Et pour vous, en tant que psychanalyste, ça permet aussi un certain repos, enfin une prise de distance nécessaire. Une prise de distance. C'est plus facile que d'être en face à face. Parce que l'idée, c'est que avec la règle fondamentale, c'est-à-dire les patients, on va dire l'association libre, va parler de façon libre. De votre côté aussi, vous allez écouter de façon libre, de façon flottante. Vous voyez? Oui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que vous êtes donc une accompagnatrice de quelqu'un qui conduit une voiture. Vous êtes côte à côte, quoi. Et pendant ce moment-là, on peut discuter. Si c'est une longue route, on peut discuter beaucoup. Les personnes peuvent se livrer énormément. C'est vrai. Mais c'est vrai que effectivement, le regard de l'autre bloque beaucoup de choses, en fait. Enfin, je me suis interrogée là-dessus dans un cours. On a un cours d'observation, uniquement dédié à l'observation. Et j'ai du mal avec... on n'arrête pas de nous dire qu'il faut être neutre, il faut être neutre, il faut être neutre. J'ai du mal à être d'accord avec ça parce que dans l'observation, on ne peut pas avoir une observation neutre. On a forcément un regard très subjectif. Ce que je vais regarder moi va être différent de ce que vous allez regarder. Donc cette histoire d'observation, elle est quand même très... c'est pas évident. Enfin, vous êtes d'accord pour dire qu'on ne peut pas être totalement neutre. Bien sûr, je suis d'accord. Aujourd'hui, en 2024, je suis absolument d'accord. Mais ça peut changer. Oui. Dans 30 ans, 40 ans, peut-être la société, elle change aussi. À une époque, les psychanalystes étaient presque idolâtrés. C'est pas aujourd'hui, c'est différent. Ça change beaucoup. Donc, c'est aussi l'idéologie qui tourne ou les idéologies qui tournent dans la société actuelle, qui ne sont pas les mêmes d'il y a 40, 50 ans, et qui ne seront pas les mêmes dans 40, 50 ans. Donc aujourd'hui, oui, je suis absolument d'accord avec vous. Peut-être que dans 40, 50 ans, vous allez penser différemment. Parce que selon aussi, vous allez penser toujours comme vous pensez, mais vous allez aussi être influencé par la société de cette époque-là. D'accord. Évidemment, il y a ça. Parce qu'à une époque, là, l'idée du psychanalyse, c'était pas trop parler. D'être neutre complètement. La neutralité bienveillante. Ah oui, une question importante qui concerne l'alliance thérapeutique. Ce concept-là aussi est dit comme réellement nécessaire pour arriver à mettre à bien, pour avoir une avancée dans le travail, etc. Comment est-ce que c'est aussi une histoire de ressenti, l'alliance thérapeutique? Aussi, oui, il y a une question de confiance, quoi, mutuelle. C'est comme quand quelqu'un est en train risque de se noyer, n'est-ce pas? Oui. Et comment il s'appelle celui qui va sauver, donc le maître nageur, ou
Il y a un nom, là, j'ai oublié. Oui, c'est ça, maître nageur. Maître nageur, bon, voilà, il va... Donc, c'est lancé, n'est-ce pas, pour attraper la personne. Si la personne se trouve sur une baïne, sur un courant de retour, par exemple, c'est pas la peine de nager à contre-courant, parce que l'eau, la nature, elle est plus puissante que nous. Donc, il va falloir sortir par les côtés. Donc, il va falloir nager ou aller se laisser transporter encore plus loin, jusqu'au moment où le courant, ça s'arrête. Et après, on va pouvoir nager en parallèle à la plage et revenir. Surtout si on a perdu sa planche. Bon, bah, très bien. OK. Et on va revenir avec la puissance des vagues et en nageant. Mais pour ça, on va dire à celui qui va se noyer, qui risque de se noyer, qui se tourne et qu'on va les tirer par le dos. Et il faut qu'il l'accepte. Oui. Et que on va s'en sortir. Et donc, à ces moments-là, il y a une alliance qui s'est faite. Une alliance qui se fonde sur la confiance. Il y a une partie de lui qui peut-être n'est pas d'accord, ou qui ne croit pas, mais une autre partie qui doit croire. Ça, c'est la confiance. Quand on va voir un médecin, normalement, on fait confiance à ces médecins, c'est les transferts, en fait. Et en psychanalyse ou en psychologie clinique, c'est ça, c'est-à-dire qu'on commence à ça, et c'est pour ça que la première séance, le premier entretien est très important. Donc c'est durant la première séance que vous le sentez déjà tout de suite? Oui, mais ça peut venir après aussi, mais c'est surtout au début, oui. D'accord. Et après, plus tard, à certains moments, il y a des moments cruciaux où il peut y avoir des moments où il y a cette alliance forte qui se crée, quoi. D'accord. Ça peut être des moments cruciaux de la vie du patient, hein, qui le déstabilise, etc. Et ça dépend comment vous répondez à ça. D'accord. J'arrive au bout. Alors, une question qui paraît aussi importante aussi, c'est est-ce que vous avez observé, bon là c'est plutôt du côté des patients, mais est-ce que vous avez observé des différences dans dans le travail thérapeutique selon le trouble du patient? Par exemple, imaginons vous avez une patiente qui a des troubles du comportement alimentaire et une autre qui a des troubles bipolaires. Est-ce que ça change, ça change vraiment le travail, la façon de faire, votre approche selon les troubles des patients? Moi, je dirais pas selon les troubles. Ça peut changer, mais selon d'autres facteurs. Je ne reçois pas quelqu'un qui est seulement cyclotimique ou qui est seulement maniaco-dépressive, ou qui est seulement anorexique ou boulimique. Je reçois une personne qui souffre et qui s'arrange parfois un peu trop bien avec ça. Parce qu'il y a ça aussi. C'est qu'il y a une sorte de jouissance dans les symptômes, dans les troubles, si vous voulez. Et ça, c'est une terrible résistance. Et laisser tomber. Comme dans l'alcoolisme, ou dans la toxicomanie, etc. Je ne veux pas de cette drogue qui me fait du bien. Ou qui me fait du mal, mais j'aime bien. Parce qu'elle m'apporte aussi des bénéfices. Et donc, ça ne va pas. Mais c'est cette personne-là, en relation avec son trouble, qui nous intéresse, et pas le trouble lui-même. Et c'est pour ça que le psy doit apprendre à ne pas vouloir guérir l'autre. Et ça, c'est pas évident. C'est parce que c'est frustrant, c'est ça? Non, c'est pas simplement parce que c'est frustrant, mais c'est parce que ça va pas fonctionner comme ça. Parce que c'est la suggestion. Si les patients, ils se lavent les mains 25, 35 fois par jour, mon objectif, c'est pas qu'ils se lavent les mains moins. C'est pas ça. À la limite, on pourrait lui créer des gants, couper l'eau de son robinet, lui enlever les savons. Bon. Oui, mais ça, c'est... Et donc, il va se laver les mains moins. Mais c'est pas ça, la question, parce que le problème, ça peut se déplacer. C'est pourquoi il a autant besoin de se laver les mains. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est la relation de lui avec ça. Donc... Et du coup, justement,
c'est le temps qui joue un rôle dans cette envie de guérir toujours. Enfin, c'est un peu ironique de dire ça, mais c'est un peu l'addiction des professionnels de santé, de vouloir que la personne aille mieux. C'est ça. Comment on fait c'est le temps qui joue un rôle. C'est ça. Nous pouvons nous arrêter sur cette question, oui. Si vous voulez bien. Oui. Vous avez donné la réponse dans votre question. D'accord, bon, très bien. Alors, ça vous va? Ma réflexion était bonne. Très bien. Bon, bah, merci d'être venu, c'est très sympathique. Ça m'a permis à moi toujours de travailler ces choses, quoi. Et à moi d'apprendre. Bien sûr.